je m'appelle Samuel Veyret et je vais vous parler d'exosquelettes. Essayer de dresser un panorama, j'espère, un peu détaillé sur l'ensemble des recherches qui sont conduites dans le monde. Alors pardonnez-moi un peu pour la voix, c'est la première fois que je parle en public devant autant de personnes, donc je serai un petit peu stressé peut-être au départ. Donc je vais vous faire, au niveau de mon plan de présentation, je vais vous rappeler un petit peu quels sont les contextes et les concepts en fait, qui sous-tendent au développement des exosquelettes dans le monde. Essayer de vous présenter un peu un état de l'art des grands projets qui sont en cours ou qui sont déjà passés. Avant de vous parler des axes et des verrous technologiques qui sont étudiés dans les laboratoires de recherche. Et puis je conclurai sur les applications futures, et les applications actuelles et puis les applications futures. Alors, les recherches sur les exosquelettes en fait, viennent avant tout de la discipline et des recherches dans le domaine de l'haptique. En fait, l'haptique, ça vient du grec aptéchai, qui veut dire le sens du toucher. Et donc effectivement, on essaye de mettre en relation un opérateur avec un environnement virtuel pour faire en sorte que l'opérateur puisse ressentir des objets 3D qui n'existent pas. En fait, la majorité des recherches se concentrent en fait, sur ce concept-là de feedback haptique et de rétroaction. Alors, une interface haptique, on a c'est un dispositif en fait, anthropomorphique qui peut être à base fixe ou à base mobile et qui est constitué essentiellement d'une structure mécanique, de capteurs, d'actionneurs et de lois de contrôle qui permettent effectivement de créer cette illusion haptique, donc cette illusion du toucher pour un opérateur. La recherche dans le domaine des exosquelettes en fait n'est pas nouvelle. Elle a démarré aux États-Unis dans les années 40 avec effectivement l'ambition d'amplifier l'homme. Et donc on avait le Man Amplifier en fait qui est le première étude et premier prototype exosquelettique aux États-Unis, donc au Cornell Aeronautical Laboratory. Pardon, excusez-moi. Donc dans les années 40-60, effectivement, on s'intéressait déjà aux moyens d'amplifier l'être humain. Alors on a eu un ensemble de systèmes ensuite qui ont été développés, notamment le FreeFlex dans l'OIAO, et puis Hardiman de General Electric dans les années 60, qui était le premier exosquelette extrêmement puissant. Il pouvait soulever plusieurs centaines de kilos déjà à l'époque. En France, c'est le CEA qui s'est intéressé avant tout aux dispositifs de téléopération. Leur idée, c'était d'utiliser un exosquelette et donc une interface haptique pour pouvoir téléopérer un robot à distance, notamment les robots qui sont au sein du réacteur thermonucléaire et donc qui permettent effectivement d'assurer la maintenance et un certain nombre d'opérations de contrôle. Donc le CEA qui était le plus en pointe. Et puis d'un point de vue médical, c'était le professeur Pierre Rabichong qui s'intéressait effectivement dans le cadre du projet SUAV de l'INSERM, donc dans le cadre du programme Biomed 2, à la stimulation tactile, en fait la stimulation par des électrodes au niveau des jambes pour essayer de faire remarcher des paraplégiques ou des handicapés. Alors, au niveau des projets mondiaux, on a effectivement une répartition entre les États-Unis, l'Europe et puis le Japon, qui est très très en pointe sur le domaine, et puis des petits projets en Chine, en Nouvelle-Zélande, Israël, etc. Alors, si je refais un focus un petit peu sur l'ensemble des thématiques, on peut dire qu'on a des contributions qui sont quand même importantes d'un point de vue cinématographique. On a Iron Man, que vous connaissez tous, qui est très récent. On a Matrix, on a le premier exosquelette dans Oblivion ou dans Avatar. On a aussi des contributions dans le domaine de la publicité. Ça, c'était la pub Lacoste pour les 75 ans de la marque. On voyait un premier exosquelette qui amplifiait un tennisman et donc qui était capable de faire des coups incroyables sur le court. Et puis, bien sûr, les jeux vidéo, où on voit de plus en plus d'exosquelettes assez impressionnants. Donc, là, dans le cadre de la nanosuite de Crysis 2. Alors, ensuite, au niveau de la classification, on peut classifier les interfaces suivant leur capacité. Donc, le premier type
d'exosquelette basique, on va dire, c'est tout ce qu'on appelle un exosquelette de type joystick. Autrement dit, la Wii ou le Xio de Force-Tech, qui intègre simplement des capteurs de position pour pouvoir contrôler un jeu vidéo. On peut dire que c'est une première phase qui va vers l'exosquelette intégré. Ensuite, on a les exosquelettes Data Suite. Donc là, on a plus de précision au niveau des capteurs pour pouvoir avoir la position du corps dans l'espace et donc avoir un feedback avec un environnement ou dans le cadre de Gypsy, pouvoir effectivement contrôler des sons, des choses comme ça. Ensuite, on a les exosquelettes de type passif qui intègrent essentiellement des ressorts ou des lames. Tout le monde connaît effectivement les handicapés ou handisports qui ont des lames à la place effectivement des pieds qui leur permettent effectivement d'amplifier leur course. Toujours dans les exosquelettes passifs, on a Exos pour la stabilisation active de caméra. On a effectivement la possibilité de dériver ça et c'est ce qu'on voit sur le futur quand on suit cette société où ce qu'ils ont développé pour le domaine de la stabilisation active va se retrouver très bientôt sur les lignes de production pour aider les travailleurs à pouvoir porter des charges sans subir la masse de ce qu'ils transportent. Ensuite, on a la transition entre le passif et le semi-actif. On peut utiliser des freins, effectivement, pour bloquer les mouvements ou effectivement des lames, comme j'en parlais tout à l'heure, le Power Skip Exoskeleton, pour amplifier les capacités. Ensuite, on a toute la branche des exosquelettes pneumatiques. Donc là, on a des compresseurs avec des muscles artificiels qui se gonflent ou pas, et qui permettent effectivement de commencer à avoir du retour d'effort. Donc pneumatique, on a l'équivalent et le pendant hydraulique. Donc là, on commence déjà à avancer en termes de complexité et de la structure mécanique et de l'actionnement et du système énergétique en fait, qui alimente cette orthèse-là. On a tout ce qui est power loader, donc ça c'est des exosquelettes qui sont massifs, qui sont effectivement étudiés pour pouvoir transporter de très très lourdes charges. On a toujours dans cette classification tout ce qu'on appelle fauteuil à bras, donc plutôt un fauteuil roulant avec un bras qui permet de faire la rééducation neurofonctionnelle principalement, ou alors les fauteuils à jambes, où là on est plutôt dans un dossier avec des jambes. Alors on a ensuite les exosquelettes un peu exotiques, donc on a vu des araignées, on a vu Jetman, je ne sais pas si vous connaissez, on a des exosquelettes pour pouvoir nager plus vite dans la mer, on a des exosquelettes moto, et puis des exosquelettes un peu méca qui sont fabriqués dans le jardin d'inventeurs un peu fous. Ensuite on a des exosquelettes qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est-à-dire les exosquelettes à câbles, qui permettent de la même manière, en tirant sur les câbles, de simuler des efforts sur le membre humain. Ensuite, on a les exosquelettes à base fixe, c'est-à-dire qu'il s'est accroché à un poteau, on va pouvoir exercer des efforts sur le corps humain, mais limité à l'espace de travail lié à la base. Et puis, bien sûr, les exosquelettes portables qui m'intéressent au plus haut point, où effectivement, l'utilisateur est entièrement mobile. Alors ensuite, au niveau des projets, je vais essayer de passer très vite parce que j'ai beaucoup de slides. On a l'Allemagne qui travaille effectivement depuis pas mal d'années sur ce type d'exosquelette aussi. On a des projets italiens, donc plus de type power loader comme je vous ai montré tout à l'heure. On a les Suisses qui travaillent essentiellement dans le domaine de la rééducation. On a toujours les Suisses, donc à la fois pour les jambes et pour les bras. On a, je pense que vous le connaissez, l'exosquelette Cyberdine, qui ont été les premiers à faire le buzz sur Internet avec leur exosquelette, donc avec 2 degrés de liberté par membre, mais un exosquelette qui commence à être complet, donc bras et jambes. Donc voilà, avec 3 heures d'autonomie, 23 kilos, et puis un produit qui est finalisé. Ils viennent d'ouvrir effectivement en Europe une succursale pour pouvoir proposer leur interface dans les hôpitaux. On a, pareil, des exosquelettes pour les jardiniers, des exosquelettes de Honda, là, par exemple, que j'ai déjà vu sur des lignes de production pour aider à la réduction des troubles musculo-squelettiques. On a, donc pareil, beaucoup de projets japonais. Encore un projet japonais avec Panasonic.
Et puis, projet israélien, donc Rewalk, vous avez déjà dû le voir aussi, celui-ci, avec eux-mêmes qui ont créé le premier buzz sur la capacité pour un handicapé à remarcher. Donc ça, c'est effectivement le rêve des roboticiens, effectivement, pour pouvoir améliorer la mobilité et puis la capacité à se déplacer. On a les Néo-Zélandais qui proposent une interface très robuste qui porte. Donc l'exosquelette, dans ce cas-là, est capable de se porter lui-même, mais aussi de transporter la masse de celui qui le porte. On a les Américains qui travaillent depuis très longtemps sur le sujet. Donc là, plutôt sur l'interfaçage haptique, la simulation de forces d'interaction avec un environnement virtuel. Toujours de la même manière, très complexe, avec des réducteurs à câbles, des poulies et une base fixe avec des moteurs très imposants pour pouvoir atteindre les capacités max du bras humain, qui, pour l'épaule par exemple, peut atteindre 100 Nm, donc qui sont des efforts très importants. Pareil, l'Institut IHMC pour la rééducation et permettre à des handicapés de pouvoir remarcher. Et puis, bien sûr, les Américains, c'est avant tout l'aspect militaire qui les intéresse, à savoir le transport de charges lourdes, la précision, l'endurance. C'est voilà, des sociétés comme Lockheed, comme Berkeley Bionics, qui développent effectivement des interfaces depuis une petite dizaine d'années déjà. Donc, celui-là, on l'a déjà vu, il parlait Bionics. Ça, c'est le prototype exosquelette Sarcos, qui est un prototype quasi complet hydraulique. On voit quand même le câble, donc il n'est pas complètement autonome, on voit le câble d'alimentation en énergie. Voilà, une version supplémentaire par rapport à ce qui a été fait. Et puis, on voit cette récurrence ou cette vision américaine. On voit une image là dans les années 60, et puis exactement la même image en 2010. On voit qu'ils sont assez droits dans ce qu'ils veulent faire. Qu'on soit d'accord après avec les buts ou pas. Au niveau français, on a le CEA qui travaille maintenant avec RB3D, sur tout un système de vis-à-vis irréversible. Il y a des brevets qui ont été déposés. Et donc RB3D qui développe l'aspect militaire et l'aspect industriel des recherches du CEA. On a Wondercraft qui commence effectivement à créer un petit peu de buzz aussi en France sur une interface exosquelettique, que je n'ai pas encore vue, mais on a des images qui circulent. Et puis ça, c'est le projet que moi-même j'avais mené en tant qu'ingénieur de recherche pour l'Université libre de Bruxelles dans le cadre d'un projet avec l'Agence spatiale européenne, où on a développé une interface à 7 degrés de liberté. L'idée, c'était de pouvoir aller de plus en plus vers l'immersion ou la téléopération robotique. Et donc, on a développé un premier exosquelette de bras qui a ensuite donné un certain nombre de poursuites, avec notamment un projet européen, MindWalker, qui s'intéressait effectivement à l'interfaçage neuronal. Donc, la capacité à lire des intentions de mouvement et pouvoir les répercuter sur l'interface. Alors ensuite, au niveau des axes et des verrous, on a effectivement un ensemble de thématiques scientifiques qui sont mobilisées. On parle de robotique, on parle de coopération homme-machine, on parle de séquençage multimodal de tâches, on parle de biomécanique, on parle de réalité virtuelle, on parle de savoir-faire kinesthésique, etc. Il y a beaucoup de thématiques qui sont mobilisées. Donc, suite aux travaux que j'avais développés à Bruxelles, je suis revenu en France et j'ai reconçu complètement et intégralement une nouvelle interface qui permettait de régler un certain nombre de problèmes en termes de cinématique et de dynamique, et qui permet aussi d'avoir des efforts plus importants au niveau du retour. Donc voilà, c'est quelques images, essayer de travailler sur la cinématique. Alors ensuite, on a des exosquelettes de main, et c'est effectivement pour essayer de récupérer de pouvoir simuler l'interaction entre la main et puis un objet virtuel. On a bien sûr tout ce qui est modalité visuelle. Vous connaissez les Google Glass, mais on va avoir un certain nombre dans le futur de casques qui permettront d'immerger complètement l'utilisateur. On a la modalité spatiale, qui est aussi une thématique sur laquelle il faut qu'on travaille. Donc, une fois qu'on a un utilisateur complètement immergé dans une réalité virtuelle, il ne faut pas qu'il puisse faire n'importe quoi. Autrement dit, il faut pouvoir l'isoler dans un espace. Et donc, travailler soit avec des sphères, soit avec des robots, soit avec des tapis avec plusieurs axes.
Il y a aussi la problématique de l'énergie. Comment on fait pour pouvoir stocker, et ça, c'est pas simplement les exosquelettes, mais c'est la robotique en général. Hein, comment on alimente et on assure effectivement une utilisation, par exemple, sur une journée. Je porte un exosquelette pendant une journée, il me faut le pack de batterie ou la pile à combustible ou le moteur à essence avec le réservoir qu'il faut pour pouvoir alimenter l'exosquelette. Bon, petit panorama qui vous montre en fait la complexité. Plus vous êtes autonome et plus l'exosquelette est complexe, et plus vous êtes puissant et plus la technologie qu'il faut mettre en œuvre est complexe aussi. Donc on a vraiment dans cette recherche-là un grand nombre de paramètres et de compromis à faire sur ces paramètres-là. Donc voilà, au niveau des spécifications, on cherche à aller vers l'exosquelette qui imite et qui est transparent en fait pour l'utilisateur, autrement dit qui a autant de degrés de liberté qu'un être humain, et puis qui est aussi puissant. Alors, je vais aller très vite aussi, on parle d'environnement virtuel réaliste pour pouvoir effectivement avoir des interactions. Voilà, Reviatech, qui est une entreprise qui modélise ce genre de choses, est intéressée par le projet. On parle d'interfaçage neuronal, effectivement, pour pouvoir détecter les intentions de mouvement avant de le faire réellement. Et puis on a un certain nombre de recherches en biomécanique pour pouvoir assurer le calcul des efforts, et notamment des efforts sur la biomécanique humaine, éviter de forcer sur le dos et éviter de forcer sur les membres. Je vais finir par les applications. Pour moi, il y a 4 types d'applications majeures qui sont l'amplification, on l'a vu, la téléopération à distance de machines, hein, de bras robotiques. On a la rééducation neurofonctionnelle, bien sûr, et puis l'application qui m'intéresse le plus, qui est l'immersion. Alors, on voit rapidement ici, et c'est mes dernières slides, les applications en fonction de la puissance, de la précision et de la dextérité nécessaires. Hein. Les applications qui m'intéressent le plus, encore une fois, c'est peut-être qu'à l'avenir, on pourra aller vers l'apprentissage et le téléchargement de savoir-faire kinesthésique. Autrement dit, si vous savez jouer du violon et que moi je ne sais pas jouer du violon, je vais télécharger votre programme d'apprentissage que je vais télécharger dans mon exosquelette, et je ne saurais toujours pas jouer du violon, mais l'exosquelette jouera du violon pour moi, et j'imagine et je postule qu'au fur et à mesure de la répétition, je vais commencer moi-même à apprendre. Autrement dit, on voit bien ici les applications de type Matrix. Hein, je ne sais pas piloter un hélicoptère, je vais télécharger un programme d'hélicoptère et je pourrai le piloter. Et puis enfin, d'un point de vue très futuriste, on peut imaginer qu'à l'avenir, on aura des potentiels problèmes sur des gens qui préféreront être immergés dans une réalité virtuelle qu'ils ont eux-mêmes façonnée, plutôt que de vivre une vie réelle parmi les êtres humains. On aura aussi une évolution ou une coévolution de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que les exosquelettes vont pouvoir, s'ils sont présents et diffusés dans l'environnement, apprendre de l'être humain, apprendre de ses gestes et apprendre, s'il y a une connexion avec les réseaux neuraux, on va pouvoir effectivement faire des corrélations. Autrement dit, ce à quoi vous pensez et comment vous agissez vont pouvoir être matchés pour pouvoir avancer en termes d'intelligence artificielle et de développement de la robotique. Je vous remercie.